Salut à tous et bienvenue dans Tueur en série. À la fin de l'année dernière, je vous avais déjà annoncé que la saison 2 d'Emily in Paris allait arriver sur Netflix et que pour cette occasion, on allait pouvoir s'amuser. Parce que j'avais totalement raté le coche à la sortie de la saison 1. Oui, parce que je ne vais pas vous cacher que non, naturellement, je n'ai pas tendance à cliquer quand je vois Emily in Paris proposée à l'écran. Pas trop mon truc quoi. Mais en fait, c'était une erreur, une grosse erreur parce que la série est géniale. Non, je plaisante, hein, c'est de la merde, c'est juste que ça ne me concerne pas du tout, mais qu'il y a beaucoup de choses à en dire sur cette série parce qu'elle est devenue un phénomène et il y a de quoi s'amuser. Alors la voici, cette fameuse occasion, puisque la saison 2 est sortie récemment. Cette fois, je ne manquerai pour rien au monde l'opportunité de vous en parler. Alors, Emily in Paris, forcément là, c'est la saison 2 qui sort, mais pour vous en parler, je me suis aussi farci la saison 1. Donc les deux, hein, ça fait 20 épisodes en tout. Autant vous dire que j'ai passé des soirées formidables. Dieu bénisse l'Irlande et son whisky. Donc pour vous résumer, en gros, parce que je sais que ça vous intéresse énormément, Emily in Paris, c'est l'histoire d'une jeune femme, une jolie jeune femme, originaire de Chicago, qui est envoyée à Paris pour un an dans une agence de marketing qui bosse dans le domaine du luxe. Et puis là, alors dès le début, la série ne s'en cache pas. Sa mission à notre petite Emily, c'est d'américaniser sa façon de faire, enfin la façon de faire de la société dans laquelle elle a été envoyée, sa façon de travailler et de voir le monde. Et comme l'a très bien dit Stéphane Edouard d'ailleurs dans une vidéo qu'il a faite à l'époque, c'est du néocolonialisme en mini-jupe. Et ce soft power totalement assumé, on le constate immédiatement dans le scénario, mais aussi dans la manière dont nous sont présentés les Français, à savoir des gros flemmards, efféminés, insupportables et qui ne pensent qu'au sexe. Même si bon, pour le côté efféminé, vu qu'on est à Paris et dans le milieu de la mode, bon à la limite, ok. Réaliste. Mais par exemple, il y a une scène où Emily se ramène avec une sorte de charte, une charte d'entreprise en quelque sorte, qui est là pour expliquer aux salariés de cette boîte française comment ils doivent se comporter, comment ils doivent mettre leurs individualités de côté pour bosser en équipe, comment se comporter avec les femmes, etc. Et cette charte féministe au possible, qui vient en quelque sorte jouer le rôle de la police puritaine, lui est finalement rendue sur son bureau avec une bite dessinée dessus. Voilà. Bienvenue en France. Donc déjà dans sa manière de nous présenter les Français, c'est vraiment la vision américaine. Mais le plus marrant dans l'histoire, et surtout, c'est sa manière de nous présenter Paris. Et c'est là qu'on va rigoler. Vous vous en doutiez sans doute, dans Emily in Paris, on a eu le droit à un Paris complètement carte postalisé. Oui, c'est un mot. C'est un mot. On n'est même pas dans le Paris d'Amélie Poulain. Là, on est à un niveau supérieur. On est carrément à Disneyland Paris, quoi. C'est un Paris produit et réalisé par Disney en partenariat avec Netflix. Alors, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Les plans sont magnifiques. Les bâtiments sont magnifiques. C'est Paris. Sur ce plan-là, ils n'ont rien inventé. Mais tout est beau. Absolument tout. Partout où l'on pose le regard, c'est beau. Les couleurs sont complètement saturées, surexposées. Le ciel est bleu. La Seine est bleue. Les arbres sont verdoyants. Il y a du soleil tout le temps, c'est génial. Les gens aussi sont beaux, oui, dans cette série, tout le monde est beau. Tout le monde est gracieux, c'est limite si les clodos ne portent pas des hautes formes. Ah non, c'est vrai, dans cette série, il n'y a pas de clodos. Hein. Il n'y a pas de Rome non plus, ni même d'immigration d'ailleurs. Insécurité zéro dans Emily in Paris, hein. Qu'on soit bien clair, c'est un Paris passé à la javel. C'est un Paris blanchi. Ce serait pas un peu raciste, ça, Netflix? C'est marrant, hein, parce que d'habitude, avec Netflix, c'est plutôt l'inverse, hein, voire carrément l'inverse d'ailleurs. Mais là, non. Même les rues, tout est propre, tout a été là aussi passé à la javel, tout est nickel, c'est littéralement une carte postale ou un décor de parc d'attractions. Tout le temps. Alors oui, ça se passe majoritairement dans le 6e et dans les beaux quartiers, d'accord, mais quand même. Et puis en parlant de population, là aussi, un petit truc marrant, Paris est vide. Il n'y a personne dans les rues, c'est totalement sous-peuplé, tranquille. Cette série, en fait, elle a été tournée dans le Paris des années 30, quoi, et c'est pas possible. Il n'y a pas d'autre explication. Bref, c'est un Paris totalement fantasmé par les Américains, un Paris qui n'existe plus. Et là où on s'accordera sur une chose, c'est que c'est bien dommage. Moi aussi, j'aurais bien aimé vivre dans ce Paris-là. J'allais oublier de parler d'un truc qu'on voit dès l'épisode 1 sur la chambre de bonne. La chambre de bonne qui est attribuée à Emily. Là, ça annonce la couleur directe puisque, en gros, sa chambre de bonne, c'est un magnifique appartement d'au moins 30 mètres carrés avec une chambre séparée, concierge, belle vue dégagée, propre, nickel. Bref, quand on sait ce que sont réellement les chambres de bonne, ça fait doucement sourire. La campagne aussi est caricaturale. La seule scène où on est à la campagne, c'est dans un domaine de champagne, bien sûr. Et là, on a deux amoureux au bord de l'eau qui sont posés en train de pique-niquer sur une couverture à carreaux avec une petite bouteille de vin.
Sérieux. Ah non, on a une deuxième scène en province, c'est dans la saison 2 et c'est à Saint-Tropez, hein, forcément, parce que comme l'a dit Netflix durant la promo, il n'y a pas que Paris dans la vie, il y a aussi Saint-Trope. Un autre truc qui m'a marqué aussi, c'est que j'ai regardé la série en VO, comme d'habitude, et tout le monde parle anglais. Genre, on a une fille américaine qui débarque dans un bureau où il y a des dizaines d'employés, et puis hop, là, absolument tout le monde se met à parler anglais. Même dans les scènes, là c'est totalement ridicule, il y a des scènes où Emily n'est même pas là, et où les Français parlent anglais entre eux. C'est formidable. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, hein, c'est une facilité qu'ils ont choisie pour le public américain. Ok, pourquoi pas, mais là, c'est vraiment trop, parce que regardez Narcos, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, entre eux, les Mexicains, ils parlent mexicain, enfin, espagnol. Les Colombiens, pareil. Et quand la DEA arrive, là, ça parle américain. Il y a une certaine cohérence qui est maintenue. Là, c'est pas du tout, rien à foutre. Mais bon, il y a des trucs réalistes, hein, quand même, la scène où ils organisent l'anniversaire d'Emily, et où on demande, pour préparer le menu, qui a des allergies particulières. Là, on se rend bien compte qu'on est à Paris, oui. Vous aurez remarqué que depuis tout à l'heure, je vous passe complètement l'histoire de la série, hein, parce que globalement, ce sont les intrigues amoureuses et les problèmes pro d'une Instagrammeuse qui bosse dans la mode. Donc on s'en tape complètement. Ah, je vous l'ai dit, j'ai passé des soirées formidables en regardant ça. D'ailleurs, et là je reviens encore à ce qu'avait dit Stéphane Edouard, le message principal de cette série qui s'adresse aux jeunes filles, c'est ni plus ni moins que de promouvoir la vie sans entrave, l'hédonisme, le sexe libre et l'illusion de pouvoir devenir cette Instagrammeuse qui en bénéficie avec des facilités incroyables. Et ça n'est pas un hasard si Darren Star, le réalisateur d'Emily in Paris, est aussi celui de Sex and the City, hein, faut le savoir. Bref, pour conclure, qu'est-ce que je pourrais vous dire? La série ne me concerne pas et je suppose que vu le succès, ça plaît beaucoup aux gamines, hein, ces gamines qui veulent avoir des étoiles plein les yeux. C'est le but de la série, voilà, ça a marché. Il n'empêche que le message est une pure illusion, cette vie de jouissance sans contrainte, ce pari sans contrainte, là aussi, qui n'existe pas ou très ponctuellement dans des quartiers très précis et ne concerne qu'un tout petit microcosme. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de gens, il n'y a aucune contrainte dans Emily in Paris, il n'y a que du positif. C'est du Sex and the City façon Paris, même si ça aurait pu, à bien y réfléchir, être n'importe quelle autre belle grande capitale d'Europe. On est dans une carte postale coupée du réel. L'image de Paris est purement fantasmée et l'image des Français, je vous en parle même pas. C'est donc un Paris Disneylandisé, un Paris vu à travers l'œil américain et je suis obligé de conclure, comme Stéphane Edouard, encore une fois, c'est du colonialisme en mini-jus. La seule chose que je pourrais ajouter, c'est que de me dire que bon, à la limite, si ça donne envie aux Américains de venir visiter Paris et consommer, pourquoi pas? Quoique, on se passerait bien d'eux, hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils risquent d'être fortement déçus. Rien que l'arrivée à Charles de Gaulle, déjà, à mon avis, ça va piquer, hein. Merci à tous, j'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve très bientôt sur TV Liberté pour un nouvel épisode de Tueurs en série. Ciao!